Foulono se présenter. Voilà, donc moi j'ai donc comme le disait Virginie, je suis aussi conseillère et aussi formatrice de niveau 1 et donc mon cabinet est encore officiellement à Paris, mais dans les faits, j'ai déménagé il y a un mois en Bretagne. Donc maintenant, je ne vais plus faire à Paris que mes formations. Et en fait, je m'installe en Bretagne. Voilà, j'ai installé la famille en Bretagne et on recommence une nouvelle vie en Bretagne dans une maison avec un grand jardin avec plein de fleurs de bac. Et donc voilà, et moi j'étais ravie de cette proposition de Virginie de travailler sur ce sujet qui m'est vraiment cher. Voilà, c'est un peu tout mon chemin depuis que je fais des fleurs de bac, de n'avoir que des clients quasiment hypersensibles et surtout beaucoup d'enfants. Et là, à Rennes, vous voyez, je suis arrivée, je connaissais personne et paf, en deux coups de fil et un mail, je me retrouve dans un cabinet où il n'y a que des thérapeutes pour les enfants différents et les enfants hypersensibles, 10, TDA, etc., et tout surdoués. Voilà, donc je pense que c'est mon chemin. Donc je suis très ravie de faire un bout de ce chemin avec Virginie et de partager ça avec vous ce soir. Je trouve ça juste génial. Voilà, cette idée de ruche, le partage, l'échange. Donc on va être très humble. Il y a des gens parmi vous qui connaissent très très bien le sujet. Hein. Véronique, elle est intervenue auprès de Nathalie Alcy. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites. On va dire ce que nous on sent avec Virginie. Voilà, comment nous on le vit, comment nous on le sent, ce qu'on a lu, ce qu'on souhaite partager avec vous. Mais bien sûr, vous verrez, voilà que ben, il y a des choses que vous saurez, des choses qui sont une manière différente de le dire, et puis voilà, peut-être on va enfoncer des portes ouvertes, mais c'est toujours bien de partager autour d'un tel sujet. Les fleurs de bac sont quand même tellement un bel outil pour les hypersensibles que ça fait du bien de le partager. Merci. Est-ce que tout le monde est bien installé? Est-ce que tout le monde est OK? Il y a un petit micro, je pense, qui est resté ouvert quelque part. Eve, si tu peux couper ton petit micro, parce que je pense qu'il y a une petite pitchounette qu'on entend. Ah, d'accord. Alors, attends, je coupais. Couper. Voilà, OK. Voilà, c'est tout bon pour tout le monde. Donc, vous voyez bien mon écran partagé là avec le plan, c'est OK pour vous? Voilà. Okay. Donc, on va voir les grands principes de l'hypersensibilité. Donc, l'hypersensibilité, d'abord, moi, j'ai tenu à en parler, enfin, c'est important d'en parler parce que le fait d'en parler, le fait de mettre des mots dessus, ça permet d'en prendre conscience, pour ceux qui sont concernés en tout cas, et c'est vraiment un facteur énorme de soulagement, parce que quand on n'en a pas conscience, voilà, on a une vie qui est un peu en décalage par rapport à ce qu'on est, et forcément, c'est source de bien des petits désagréments, on va dire. Et du coup, le fait de libérer la parole dessus, de mettre des mots, d'échanger avec des gens qui sont concernés, il y a ce chemin qui se fait vers la compréhension, vers l'acceptation, vers la conscientisation. Et du coup, on accueille cette part d'hypersensibilité, ça remue beaucoup, mais à la fois, c'est quelque chose qu'on apprend à découvrir et finalement qu'on apprend à protéger, à veiller. Et ça fait partie du chemin de l'évolution pour beaucoup. Donc, il faut savoir que 30% de la population est concernée. Alors, à l'époque, dans les années 90, quand Hélène Aron a travaillé sur le sujet, c'est une psychologue américaine, je vous partagerai à la fin un tableau avec les ressources, avec les noms qu'on va citer et les liens. C'est elle qui a écrit un livre qui s'appelle, enfin, elle a écrit plusieurs livres, hein, donc voilà, mon nom, ça c'est un parmi certains. Il y avait 20%. Bon, là, entre-temps, c'est en 90, on est en 2020, il s'est écoulé 30 ans apparemment, et maintenant on est 30%, et 30% d'hypersensibles. Ça fait quand même pas mal sur 7 milliards de personnes, donc c'est quand même intéressant de voir comment ces personnalités fonctionnent, parce qu'en fait, l'hypersensibilité, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un trouble psychologique, ce n'est pas un désordre psychologique, c'est un tempérament qui est inné, en fait. Apparemment,
c'est dès la naissance. Alors là-dessus, génétique, pas génétique, c'est pas encore bien clair au niveau des recherches scientifiques. Enfin, en tout cas, moi, de ce que j'ai pu chercher, c'est pas encore c'est compliqué à déterminer. On est tous hypersensibles et apparemment, après, dans l'évolution des enfants qui se fait de 0 à 7 ans, l'hypersensibilité va évoluer. Donc, il y en a qui vont rester hypersensibles et puis il y en a dont la sensibilité va décroître. Donc, l'environnement multifactoriel, bien évidemment, l'environnement, l'éducation, etc. Voilà. Donc, on a vu que, ah oui, important, il y a une parité totale dans l'hypersensibilité. Donc, il y a autant d'hommes que de femmes qui sont hypersensibles. OK. Bon, après, c'est toujours pareil, dans le monde des émotions, pour les hommes, dans la société dans laquelle on vit, c'est plus compliqué d'accueillir cette sensibilité. Voilà, pour un homme qui doit être fort, qui ne doit pas pleurer, etc., etc. On va en parler un petit peu par la suite. Voilà pour les grandes lignes. J'insiste, j'aimerais bien, juste parce que j'ai eu l'expérience il n'y a pas très longtemps dans un entretien en fleur de bac avec une cliente à moi qui était hypersensible, qui réalisait son hypersensibilité, sur lequel elle avait déjà fait un chemin, etc. Par contre, elle avait percuté que son papa avait été traité comme bipolaire, en fait, alors qu'il était hypersensible. Parce que souvent, et effectivement, quand elle m'a parlé de ça, après j'ai regardé, souvent, effectivement, on a associé malencontreusement, pas, après je ne sais pas, hein, mais en tout cas, bipolarité, hypersensible, il y a des points communs. Donc, voilà, je pense que ça demande de faire attention, de ne pas mélanger les choses, en fait. Hein. En tout cas, maintenant, on en parle beaucoup plus. Hein. Vous verrez que justement, sur les liens qu'on va vous donner, il y a beaucoup de conférences, de livres sur le sujet. Donc, depuis quelques années, vraiment, il y a une forte documentation. Et puis aussi, l'imagerie scientifique, l'imagerie cérébrale, le fonctionnement du cerveau, tous les travaux en neuropsychologie qui nous aident à mieux comprendre aussi les fonctionnements par rapport à tout ça. Parce qu'effectivement, donc l'hypersensibilité, c'est une sensibilité et une acuité supérieure à la norme, on va dire, justement, à ceux qui ne sont pas hypersensibles. Donc, effectivement, il y a, par rapport aux stimuli du monde extérieur, on va tout ressentir plus, en fait. Hein. Il y a une exacerbation de tout ça. Donc, comme on le voit là sur le visuel, il y a les 5 sens en aguet. On va parler de ces 5 sens, comment ça se manifeste. Il y a l'hyperémotivité, donc on est chamboulé émotionnellement. La différence, on se sent en décalage parce que justement, on est différent de certaines autres personnes. Donc, du coup, il y a ce sentiment de décalage avec les autres. Ça nous bouscule intérieurement parce que forcément, vu qu'on vit tous tout plus, on est chahuté par plein de choses, par tous ces stimuli. Ça nous fatigue parce que ce bousculement, c'est bien beau, mais physiquement et émotionnellement, on sait très bien que c'est fatigant, vraiment. Donc, il y a ça, il faut en tenir compte. Et puis, il y a cette grande empathie qu'on verra aussi dans cette grande émotivité, dans ces émotions qui sont plus, il y a cette grande empathie. Voilà. Alors, on va parler de... Alors, autre chose, j'essaie de ne rien oublier en cours de route. Au niveau de l'imagerie cérébrale, donc effectivement, ça nous permet de voir qu'il y a des zones dans le cerveau qui sont nettement plus actives quand il se passe quelque chose d'agréable et quand il se passe quelque chose de désagréable par rapport aux personnes, on va dire, normosensibles. Hein. Je ne sais pas si c'est le terme qu'il faut employer, mais vous me direz après si vous avez d'autres choses à ajouter par rapport à ça. Ça, c'est sûr. Voilà, il se passe plus de choses. Que le thalamus dans le cerveau apparaît moins opérationnel. Le thalamus, c'est ce qui filtre justement tout ce qui nous vient par les 5 sens. Et que justement, ce filtre étant moins efficace, on a moins de filtre et donc on perçoit plus de manière intense. Donc, nos 5 sens, ils sont décuplés. Enfin, voilà, je ne sais pas, après, ça dépend de chaque personne. Donc, bien évidemment, comme je l'avais dit dans mon article, j'aime pas faire une stigmatisation sur un groupe de personnes, mais en tout cas, sur l'hypersensibilité, on observe, c'est juste une observation, on observe des points particuliers. Et l'hypersensibilité, comme le nom l'indique, c'est les sens. Donc, les 5 sens sont concernés et tout est exacerbé.
Donc, pour lui, vous avez ce qu'on appelle l'hyperacousie, c'est-à-dire qu'on va capter de manière plus intense et parfois gênante, ou parfois troublante, parfois de manière irritable les sons. Donc, voilà, ça peut être les sirènes, les cloches, les klaxons, le tic-tac d'une horloge quand c'est silencieux, ça peut être le voisin qui écoute sa télé trop fort ou le chien qui aboie, enfin les sons qui sont répétitifs, qui peuvent devenir, alors là, à côté obsessionnel. Donc, là, au niveau des fleurs, on habite chez Walnut parce qu'il va falloir se protéger de ça. Et puis surtout, il va falloir baisser le seuil de tolérance, d'intolérance plutôt, par rapport à ça. Ça peut aller jusqu'à la misophonie, c'est-à-dire que du coup, là, on ne supporte pas aucun bruit. Donc, il y a aussi, en plus des fleurs, il y a le casque et les boules caisses qui sont très efficaces. Donc, parce que vraiment, et pour des problèmes de concentration, quand on n'arrive pas à se concentrer parce qu'il y a du bruit autour de nous qu'on n'arrive pas à travailler, ça peut vraiment être un super outil d'avoir un casque anti-bruit ou des boules caisses. Et là, pareil pour dormir la nuit. Hein. Donc, c'est ce qu'on met aux autistes, d'ailleurs, pour les apaiser. Hein. J'ai découvert ça avec Marie-Ange Lobjoie. J'ai compris, moi, pourquoi je dormais avec des boules caisses alors que j'habite dans un village qui est très calme. Mais quand elle m'a dit qu'elle mettait un casque anti-bruit à son fils pour quand il faisait des crises, etc., que ça le... Moi, j'ai compris que ça me calmait le cerveau aussi. Ça, c'est Catherine qui en parlera plus tard, mais le casque et les boules caisses, voilà, intéressant à expérimenter pour ceux qui sont sensibles au bruit. Au niveau du bruit, ah oui, je me souviens d'une cliente l'autre fois, c'était rigolo parce qu'en fait, elle entendait du bruit dans son jardin la nuit, la fenêtre était ouverte parce qu'ici il fait chaud, et elle entendait du bruit, des pas et tout, donc elle était persuadée, enfin des pas, elle entendait du bruit de feuilles en fait, donc elle était persuadée qu'il y avait un voleur dans son jardin. Son mari dormait, elle a posé le réveiller. Le lendemain, elle lui en parle, elle dit écoute, je crois qu'il y avait quelqu'un dans le jardin et tout. Bon, il me dit bah, si ça recommence, tu me secoues quand même. Donc le lendemain, ça recommence. Et puis là, en fait, elle se fait le film parce qu'en fait, un petit bruit, on se fait tout un scénario, etc. Elle secoue son mari, il va voir, en fait, lui il dit mais moi, j'entends absolument rien. Donc il sort, elle entend toujours. Et en fait, c'était un hérisson. Vous voyez, donc ça prend des proportions. Hein. Des fois, voilà, l'histoire du hérisson. Après, voilà, son mari a bien rigolé, mais voilà. Donc, tout prend des proportions. Et après, derrière les peurs, quoi, voilà, c'est pour montrer aussi ce que c'était, tous ces sens exacerbés, aussi vers quoi ça peut nous amener, en fait. Hein. L'olfaction, oui, c'est je sens tout plus fort, donc le bon comme le mauvais, et souvent le mauvais. Donc quand on est avec des gens, la promiscuité, l'odeur du pH de la peau, de la transpiration, d'un parfum synthétique, voilà, qui peut être difficile à supporter, sur lequel on va faire une fixette, parce que du coup on est en train de nous parler, mais nous on sent ce truc là qui nous envahit. Donc voilà, le côté envahissant de l'odeur. Et puis, ça peut nous mettre tellement mal à l'aise qu'on doit couper la relation. On peut avoir la nausée, on peut avoir un vertige. Enfin, voilà, ça peut être source de plein de choses. C'est toi, t'as mis la caméra là. Et là, c'est pareil. Alors là, pour les problèmes d'odeur, il y a Crab Apple qui est vraiment très efficace parce que moi, j'ai fait l'expérience que ça peut même transformer l'odeur d'une personne, en l'occurrence, par exemple. En tout cas, ça, c'est mon expérience. Mais parce qu'il faut le vivre pour le comprendre, quoi, voilà. Mais ça peut transformer l'odeur qui est désagréable en quelque chose de différent qui devient agréable. C'est assez surprenant, mais voilà, faites un test si vous pouvez. Après, on a le toucher, donc au niveau tactile. Alors, au niveau tactile, il y a des choses qui vont gêner, c'est-à-dire que ça va être dans les textures. Alors, pour les enfants, ça peut être toucher des trucs qui leur semblent dégoûtants. Vous savez, les enfants, des fois, ils sont dans leur assiette, ils font le tri, là, il y a des trucs. Ah, ça, ils n'en veulent pas parce que quand ils touchent, quand ils mangent avec leurs mains, il y a un truc qui les... Donc, hop, ils jettent le truc par terre. Ça peut être donc les textures, les matières, donc les étiquettes qui grattent, qui piquent, on les coupe, les synthétiques qu'on ne supporte pas, qui fait transpirer. Qu'est-ce qu'on a d'autre en tactile? Enfin, en tout cas, il y a aussi, pour les personnes qui ne supportent pas qu'on les touche. Il y a des gens qui ne supportent pas qu'on les prenne dans les bras, qu'on leur fasse des bisous, qu'on leur fasse des bisous dans l'oreille avec la langue, voilà, des trucs comme ça, là, c'est juste pas possible. Donc, tout ce qui peut être vécu comme un envahissement. Et là, pareil, pour
Là, on peut voir avec Beach, éventuellement, travailler sur le seuil de tolérance aussi par rapport à ça, si c'est OK ou si c'est quelque chose qui nous dégoûte aussi, Crab Apple, voir un petit peu qu'est-ce qu'on ressent par rapport à cette difficulté tactile. Au niveau des goûts, ça peut, pareil, c'est exacerbé, donc le côté acide, le côté amer, voilà, et par contre, l'avantage, c'est que ça fait des cuisiniers fabuleux parce que justement, ils sont capables de mélanger les saveurs, parce qu'ils sont capables de mettre des épices, de les ressentir. Voilà, ça fait un feu d'artifice gustatif. Donc après, voir aussi les qualités, on les verra de toute façon, mais il y a plein de qualités. Donc voilà, mais bon, le goût, le dégoût, donc aussi peut-être Crab Apple par rapport à ces notions de goût et de dégoût. L'acuité visuelle, donc effectivement, ça peut aller sur le sens du détail, voilà, de voir les toutes petites choses. Il peut y avoir la problématique des lumières. Alors voilà, les néons, les lumières blanches qui sont hyper agressives. On préfère en général les lumières jaunes, dorées, plus douces, d'intensité plus douce. Parce que sinon, ça nous agresse en fait. Il y a un côté très très agressif. Enfin, je sais que les lumières pas naturelles, en général, les gens, ceux qui sont hypersensibles, ont beaucoup de mal avec ça. Et puis, il y en a qui ont la sensation de voir les choses bouger. Donc des choses qui sont fixes, ou alors voilà, ils ont des problématiques par rapport au mouvement. On peut voir avec scléranthus, tout à l'heure on en parlait, là, les problèmes de lunettes, les problèmes vestibulaires aussi, d'équilibre avec les oreilles, etc. Donc les gens qui ont mal au cœur en voiture, etc., ça scléranthus, tous ces côtés d'équilibre, déséquilibre par rapport au corps, au ressenti. Il y a ça aussi. Voilà, l'odorat, le toucher, oui, on a fait le tour des 5 sens. Ça va, je ne vais pas trop vite? Non. On a pas mal de choses à voir finalement. Oui, on a beaucoup de choses à voir. Oui, on a beaucoup de choses à voir. Voilà, donc là, je vous ai mis des petits visuels. Donc, les petits visuels, c'est Pierrick Martinez qui m'a autorisé à les prendre. C'est des petits livrets que j'aime beaucoup et c'est ce qui a déclenché en fait mon article sur l'hypersensibilité parce que quand j'ai vu ces dessins sur Facebook, waouh, ça m'a fait juste waouh. Et puis après, je l'ai rencontré, j'ai parlé avec lui et quand il me racontait sa vie avec ses enfants, bien sûr, je me reconnaissais, mais surtout, j'entendais toutes les fleurs, quoi. Donc, c'est là où j'ai eu l'élan de faire cet article grâce à lui et puis de partager son travail parce que je trouve que ses dessins, ils sont juste chouettes. Donc, voilà, j'aime beaucoup. Ils sont vivants, ces dessins. Voilà, ils me parlent. Je trouve que ça parle bien. Donc, voilà, les bruits répétitifs, les soirées bruyantes, bah oui, donc ça peut être compliqué, même si c'est très sympa. Au bout d'un moment, on va dire, ah ouais, là, je suis fatiguée, puis on va dire, j'ai du boulot demain, on va s'excuser, on va s'éclipser. C'est pas que ça ne nous plaît pas, c'est juste que il y a trop de choses, l'agitation, les discussions, plein de discussions en même temps, les bruits qui sont amplifiés, voilà, ça peut être compliqué à gérer. Et puis cette hypoémotivité, donc voilà, on est bousculé par tout ce qui se passe parce que justement, ces surstimulations, suite à ce qu'on reçoit, à ce qu'on perçoit, qu'est-ce qu'on va ressentir? Et c'est là où c'est compliqué, parce que comme on a vu tout à l'heure, si les feuilles du hérisson, elles nous font faire un petit film, il y a un voleur qui va venir nous zigouiller, ça amplifie nos peurs déjà, donc voilà, on va en parler tout à l'heure, mais en tout cas, ça nous ballotte dans tous les sens, ça c'est sûr. Donc, ça nous secoue et c'est là où, quand on tombe dans la marmite des fleurs de bac, on dit ouf, merci les fleurs parce qu'on en a bien besoin pour descendre nos petits curseurs du rouge à l'orange et au vert pour nous aider à mieux vivre tout ça dans ce monde qui nous bouscule et dans ce monde qui n'a pas toujours conscience de ce que ça peut nous faire vivre en fait. Donc, cette grande sensibilité émotionnelle, voilà, c'est la richesse de plein d'émotions, de toutes les émotions en intensité plus. Et puis, ce qui nous a valu, ce qui vaut à ces gens-là, en tout cas, des petits surnoms du genre « t'es borderline »,« t'es caractérienne »,« t'es ingérable », pour certains « t'es hystérique », etc., etc. Donc, pas facile à gérer tout ça. On peut constater que 70% des personnes, des hypersensibles, gèrent ça de manière introvertie. Et c'était d'ailleurs le nom qu'avait utilisé Carl Jung quand il avait fait ses études
sur l'hypersensibilité. Il ne parlait pas d'hypersensibilité à l'époque, il parlait d'introversion. Cette manière, donc ce côté mimulus, parce qu'on n'a pas parlé de mimulus, hein, mais ça c'est la fleur principale en fait, mais là d'ailleurs, voilà, hop, on la sort du chapeau, mimulus, parce que ce côté timide, voilà, ce côté peur de choses bien précises, et donc cette manière de se comporter en introverti, et 30% donc, sont en extraverti. Alors peut-être, moi je ne sais pas, on en discutera, vous me direz votre avis. Moi je pense que les extravertis sont plus des agrémonies et des verveines, parce que voilà, ils ont mis des stratégies de défense en place pour les agrémoines qui leur permettent quand même de sortir. Les autres, ils restent préfèrent un petit peu rester dans leur bulle, voilà, un petit peu plus renfermés, on va dire, et les autres, ils ont une autre stratégie qui leur permet de vivre ça différemment. Quoi qu'il en soit, on est dans souvent du débordement émotionnel. Elm, je trouve que c'est une formidable fleur pour tout ce qui est débordement. Quand on l'étudie au départ, on se dit oui, c'est pour je suis débordée de boulot, de responsabilité, etc. Mais c'est pas que ça. Moi, je trouve que vraiment Elm, ça aide justement dans ce débordement émotionnel. C'est pas un hasard si les hypersensibles sont plus sujettes au burn-out, parce que voilà, toujours plus, hein, donc ça épuise et puis ça peut aller jusqu'au burn-out. Et elle, c'est quand même avec Oak et d'autres fleurs, les fleurs pour le burn-out. Et puis bien sûr, Cherry Plum, parce qu'à un moment donné, on va être effectivement borderline quand il y a trop de choses. Là, la marmite risque d'exploser. Donc le sentiment d'implosion vers l'explosion, ça couve, le feu couve. Donc là, on est sur Cherry Plum. Il y a cette sensibilité aussi aux atmosphères, c'est-à-dire ces gens qui sont capables de rentrer dans une pièce et de sentir « Ouh là là, bah là, ici, il y a du lourd, c'est chargé, comme on dit. » Ça, c'est compliqué à gérer aussi, hein. Donc là, c'est Walnut, hein, c'est la protection, se protéger des atmosphères qui sont un petit peu polluées. Voilà. Est-ce que j'ai un autre visuel? Ah oui, on arrive à l'hyper-empathie. Alors, formidable, cette hyper-empathie. Donc, cette hyper-empathie, c'est effectivement cette capacité de ressentir pleinement ce que l'autre ressent. Hein. Donc, compatir, c'est aussi, en latin, ça veut dire souffrir avec. Donc, c'est pour vous dire que c'est quand même, c'est puissant. C'est puissant, c'est-à-dire qu'effectivement, quand quelqu'un vous raconte quelque chose qu'il a vécu et que c'est douloureux et que c'est difficile, ben vous allez ressentir cette douleur, enfin, vous allez vraiment ressentir ce qu'elle ressent, en fait. Hein. Donc, ça peut être compliqué à gérer, surtout quand on fait des entretiens en fleur de bac et qu'on écoute des gens qui viennent nous raconter des choses qui ne sont pas faciles à entendre. Donc là, on a toujours Walnut pour se protéger de tout ça. Mais après, c'est aussi un formidable outil. C'est parce qu'aussi, on a cette ouverture sur la connexion, sur l'émotion et les ressentis de l'autre qu'on va être en mesure de mieux les comprendre, en tout cas, peut-être de les décoder, de les retranscrire en fleurs. Donc, ça, c'est quelque chose de très net. Il y a les neurones miroirs. Donc, peut-être qu'il y aura quelqu'un parmi vous, je pense à quelqu'un en particulier, qui pourra nous expliquer peut-être justement la fonction de ces neurones miroirs qui jouent le rôle dans l'empathie, justement. Hein, comment est-ce qu'on vit par rapport à l'autre. Voilà, donc hyper-empathie aussi, petit bémol aussi par rapport à ce que ça peut représenter, par rapport aux personnes qu'on appelle les manipulateurs. Alors, on parle beaucoup aussi des manipulateurs pervers narcissiques. Hein. Il y a aussi cette empathie qui fait que des fois, on se retrouve, vous voyez, cette image, je l'aime bien, là, ce cerveau de l'un qui est lié à l'autre. Il y a une espèce de lien là, qui se crée, qui n'est pas forcément bon des fois, mais il est là et des fois, c'est très difficile de s'en défaire. Donc, voilà. Alors forcément, il y a ce sentiment de décalage qu'on peut avoir depuis qu'on est tout petit. Ou pas, suivant les mécanismes de défense qu'on met en place, parce que voilà. Mais en tout cas, dans la majeure partie des cas, comme les introvertis, là, comme le montre l'image, voilà, souvent on est timide, réservé, on peut être rêveur, donc clématisse, dans sa bulle, on peut avoir du mal à s'intégrer ou pas, donc ça c'est différentes pistes, hein. Chacun peut le vivre de manière très différente, on n'oublie pas l'unicité hein, de chacun par rapport à l'hypersensibilité, c'est hyper important.
Puis en devenant adulte, bah, effectivement, on peut ou pas comprendre ces mécanismes, les accepter et décider de faire un chemin par rapport à ça. Et avoir l'opportunité, parce que des fois, c'est une question d'opportunité. Hein. Moi, je sais que c'est grâce à quelqu'un qui m'a parlé que j'ai entendu, etc. Donc, des fois, voilà, d'où l'importance de communiquer sur le sujet, et notamment pour nos enfants, en fait, hein, parce que on va se rendre compte, j'en parlerai plus tard, mais par rapport à l'éducation des tout petits, c'est hyper important d'en parler, d'aborder le sujet avec les enfants qu'on pense être hypersensibles, en fait. Par rapport à ce que je vous ai dit, on peut reconnaître tout ça. Et c'est là où je laisse la parole à Catherine, qui va nous parler des veilleurs dans la tribu. Je suis sûre que ça vous interpelle. Qu'est-ce que c'est? C'est voilà, une espèce d'invention, mais en fait, pour dire que, donc Virginie vous a bien défini les hypersensibles, et pour dire en fait que elle l'a dit, c'est très normal, c'est 30% de la population, mais chez tous les mammifères, il y a aussi ces hypersensibles. Il y en a beaucoup chez les grands singes, il y en a chez les lions, il y en a chez beaucoup de mammifères, il y en a même chez les dauphins. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre race a été créée comme ça, la race humaine. Et on va expliquer pourquoi, et c'est pour ça que j'aime bien revenir à cette image de la tribu préhistorique. Dans la tribu préhistorique, on va dire bah, les hommes ils commençaient à exister à côté des grands singes, à côté des autres, et il y avait comme aujourd'hui, peut-être un peu plus aujourd'hui, c'est certainement plus aujourd'hui, mais admettons, il y avait 15 à 20% d'hypersensibles, comme il y a chez les grands singes. Et ils font la même chose, ils font quoi? Ils veillent, ils surveillent, ils veillent. Donc on a 80% des gens, c'est « Oh, là il y a un bison, j'y vais, je tire ». Voilà, bon, il n'a pas trop réfléchi, il y va à fond. Et puis il y a 15 à 20%, ils ont donc toutes les caractéristiques que vous a présentées Virginie, et donc ils vont dire là, en fait, non, la grotte, là, je ne la sens pas du tout, on ne va pas aller dormir là, vous voyez, cette nuit, non, je ne la sens pas du tout. Ou ils vont dire, oh là là, il va y avoir de l'orage là. Ou alors ils vont dire, les gens là, en face, à la tribu là, je ne les sens pas trop là, vous voyez. Et donc, en fait, ils vont capter les gens avec leur hyper-empathie, avec leur hypersensibilité, avec leur hyperacousie, ils vont entendre, ils vont être tout le temps en veille, vous voyez, tout le temps en veille. Et en fait, dans chaque sorte de mammifères, il y a ça, il y a ceux qui veillent et il y a ceux qui agissent. D'accord? Donc, déjà, ce n'est pas une tare d'être hypersensible, c'est normal, il en faut, on en a besoin, comme l'a écrit Virginie, on en a besoin d'eux, et en fait, c'est l'équilibre. D'accord? On a besoin de gens qui n'ont pas peur de dire je vais tuer le mammouth et j'y vais, boum. Voilà. Et on a besoin de gens qui alors là, vous voyez, cette baie là, elle est belle, appétissante et rouge, mais si vous voulez, on va être prudent, on va d'abord en goûter un tout petit peu avant de tous baffrer et voir si ça ne nous rend pas malade d'abord. Donc on a besoin de gens qui vont réfléchir. Alors par contre, ça a toujours des conséquences aujourd'hui dans le comportement de vos clients quand ils viennent et qui sont hypersensibles, c'est que le veilleur, il y a une chose qu'il n'aime pas bien, c'est le changement. En fait, le veilleur, admettons, si la tribu elle est depuis 6 mois dans le même endroit, il sait dire là, la grotte, elle est OK. Là, les végétaux, OK, ils sont OK. Il y a de l'orage à peu près quand ceci, les feuilles, etc. Il sait à peu près tout. Mais à un moment, la tribu, elle va dire, oh là là, les réserves de bisons, il y en a de moins en moins. On va aller, on est nomade, on va partir. Et alors là commence le grand problème pour le veilleur, parce que déjà, c'était compliqué pour lui, parce qu'il a quand même le cerveau qui tourne vite, il est quand même un peu inquiet et tout, de rester sur place, mais alors quand on va changer, là, tous ses sens, tout va être exacerbé. Il va donc son cerveau va se mettre à mouliner 2 fois plus vite et il va vouloir acquérir toutes les informations que vont lui donner ses 5 sens, que va lui donner son intuition, que va lui donner, et il va dire, oulala, mais alors là, il y a peut-être des serpents, oulala, mais là, il y a peut-être des machins, et il va être encore plus en veille. Et aujourd'hui, ça se traduit, alors il y a moins de tribus, hein, on est moins nomades, mais si vous avez un de vos clients hypersensibles qui va déménager, ou qui va changer de job, ou qui va divorcer, ou qui va même avoir un enfant, même si c'est une très bonne nouvelle, c'est tout de suite le mental qui prend le pouvoir, les peurs qui reviennent, et tout de suite l'angoisse parce que c'est pas stable. On n'est pas sur quelque chose de stable, et le veilleur, il a besoin de stabilité pour se reposer. Et là, tout de suite, tous ses sens vont être de nouveau en alerte. Donc, on a vraiment
voilà, pas cette aversion au changement, parce qu'il faut aussi changer, et ils le savent, mais le fait que les changements les fragilisent, quoi. Et ça, on le retrouve aujourd'hui chez tous nos clients hypersensibles, quoi, hein. D'où Wellnut, dont on a déjà parlé, et d'où bien sûr, voilà, enfin, Mimulus, qui est cette, voilà, pour moi, qui est une des fleurs essentielles de l'hypersensibilité et qui aide à faire les peurs liées au changement, quoi, à vaincre les peurs liées au changement. Je te laisse embrayer sur les peurs. Voilà, embrayons sur les peurs, ces satanées peurs, Voilà. qui sont normalement, enfin qui sont de toute manière aussi notre protection, parce que les peurs, voilà, elles sont aussi notre mécanisme pour pouvoir prendre la fuite s'il y a besoin, etc., sortir d'une pièce s'il y a le feu. Enfin voilà, les peurs, elles ont ce rôle hyper important, vital pour nous. Et chez les hypersensibles, comme on l'a vu, comme Catherine l'a expliqué, effectivement, du coup, l'exacerbation de tous les sens va faire que la cogitation, le mental va prendre le dessus et que les peurs, on va tomber facilement dans plus de peurs en fait, hein. Donc, il y a Mimulus, comme on l'a dit, voilà, c'est la fleur pour les hypersensibles. Il y a aussi Roc Rose, qui est la fleur vraiment qui est, en fait, des fois, on est dans Rock Rose de manière inconsciente. C'est-à-dire que quand on ne veut pas prendre le téléphone pour appeler quelqu'un parce qu'il y a un conflit ou il y a un truc désagréable à vivre, parce que l'hypersensibilité fait qu'on n'aime pas le conflit, on n'aime pas la confrontation, on est déjà quelque part dans une attitude de Rock Rose. Il y a un blocage, en fait, hein. Voilà. Après, bien sûr, il y a Aspen, parce que Aspen, c'est toutes les peurs, voilà, où on entend du bruit et puis on se fait un film avec à partir d'un tout petit rien, mais qui nous prend des conséquences assez amples, on va dire. Donc, Aspen, pour aussi les gens qui captent des choses, qui ont des dons médiumniques, etc. Donc, ils sont, voilà, il y a plein de choses dont on n'a pas conscience. Voilà, les peurs, la famille des peurs. Bon, après, voilà, il y a Red Chestnut aussi, mais enfin, toute la palette des peurs, de toute manière, chez les hypersensibles, il y a du boulot, il y a du boulot par rapport à ça. Ouais, et comme disait Virginie, il ne faut pas hésiter à donner Roc Rose. C'est-à-dire que ce n'est pas que pour les enfants. Là, en l'occurrence, les hypersensibles, en cas de gros stress, de gros changements, vont aller rapidement sur Roc Rose, quoi. Voilà. Et une autre chose aussi pour compléter, cette médiumnique Aspen, là, beaucoup d'enfants hypersensibles sont vraiment jusqu'à 7 ans. Il ne faut pas non plus hésiter à donner Aspen aux enfants et même aux adultes qui restent comme ça, très sensibles plus longtemps. Enfin, c'est vraiment des fleurs qui vont les accompagner toute leur vie, quoi, hein, moi je pense, hein. Ils ont intérêt à avoir les flacons chez eux, quoi. Vraiment. Alors, une autre des caractéristiques des hypersensibles, c'est que le mental est en hyperactivité. Donc, ça a été prouvé, hein, par les comment tu avais appelé ça, les neuropsychologues, enfin ceux qui étudient le cerveau, voilà, que en fait il y a, alors selon les chiffres, entre 20 et 50% de connexion neuronale en plus chez les hypersensibles quand ils sont en situation de stress. C'est-à-dire que l'hypersensible va tout de suite dire ah oui, mais alors si je fais ça, il va se passer ça, et alors peut-être il va se passer ça, mais oui, mais en même temps j'avais dit que je ferais ça, et en fait, il a vraiment ce qu'on appelle la pensée en arborescence, c'est-à-dire qu'une chose va lui faire penser à 10 autres choses qui vont chacune lui faire penser à 10 autres choses, et à la fin, dans son cerveau, c'est de la bouillie. Certains clients me disent c'est l'arbre de Noël dans ma tête, d'autres se disent… Et en fait, ils ont plein d'idées en même temps, du coup, ils n'arrivent plus à décider. Donc là, évidemment, vous pensez à scléranthus, ils n'arrivent plus à décider. Du coup, ils sont totalement dispersés, du coup, ils ne sont pas concentrés. Et ils sont beaucoup dans le mental, quoi. Donc, ils vont vraiment se faire, vraiment se faire consommer par leur mental. Alors, ça, l'inconvénient qui vont être… enfin, ils sont programmés pour être comme ça, hein, pour avoir le cerveau qui tourne vite, pour pouvoir intégrer toutes les informations qu'ils vont capter. Comme je l'ai dit dans la tribu, les nouveaux animaux, les nouvelles plantes, les nouvelles personnes qu'on rencontre, les nouvelles grottes, les nouvelles conditions atmosphériques et tout, il faut tout qu'ils captent à la fois. Donc aujourd'hui, c'est encore pire parce qu'il y a Internet, il y a les collègues, il y a les enfants, il y a les injonctions, il y a tout, il y a tellement de choses que faut tout capter et que ça met un mental en hyperactivité, quoi. Mais il y a aussi une autre chose, c'est que, et ça Virginie en a un petit peu parlé, le fait qu'on consomme beaucoup, on réfléchit beaucoup, donc ces neurones vont fonctionner plus,
toutes les connexions neuronales consomment de la sérotonine. Ça, Savarioto Masella l'explique très bien. Et donc, du coup, plus on va réfléchir, plus on va consommer de la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. Résultat, plus on va réfléchir et plus on va devenir triste. Et en fait, ces gens-là, ils vont très, très vite être dans un côté gentiane, dans un côté je me décourage, dans un côté je réfléchis tellement, tellement, tellement que je deviens ouais, un peu triste et découragée, un peu gentiane, quoi. Un peu j'abandonne, je ne vais pas y arriver, etc. Et donc, ce que dit Savarioto Masella, donc de la même manière que Virginie vous conseille les boules quies pour dormir, c'est que, bien sûr, les fleurs aident et on va en reparler, mais qu'il est très important de faire des pauses au cerveau. Et que donc, c'est important. Alors, en général, quand on est la méditation, c'est quand même très compliqué. Mais que d'avoir soit de la couture, soit du puzzle comme certains, soit de la musique, des chorales, de la chorale, des choses comme ça qui permettent de calmer le mental. Vous voyez ce dessin là, de Cédric Rodriguez, c'est vraiment ça, c'est de dire à un moment, stop, un peu, faisons des pauses au cerveau pour un peu se régénérer la sérotonine. L'autre solution, c'est de bien manger, parce que c'est aussi dans l'intestin qu'est fabriquée la sérotonine à 80%. Et la troisième solution, et vous la connaissez bien, ça va être de prendre du scléranthus, du white chestnut. Alors, beaucoup de white chestnut, hein, ici, c'est beaucoup du white chestnut, du scléranthus. Et puis, moi, j'ai aussi tendance pour les gens qui sont trop comme ça, où ça vraiment, le mental a pris le pouvoir, du cherry plum, parce qu'il y a comme une espèce de perte de contrôle du mental, quoi. Donc, les gens qui sont vraiment trop partis dans le mental et qui n'arrivent plus à rien ressentir, voilà, quoi. Donc, c'est vrai que c'est important, cette capacité. Et du coup, ils vont s'apercevoir que quand ils changent, quand je vous dis, il y a déménagement, divorce, nouveau travail et tout, cette profusion de pensée augmente, quoi. Et il faut une hygiène de vie très stricte. Voilà, c'est à toi, je pense. Okay. Ben voilà, on revient sur ça, c'est-à-dire qu'effectivement, on a besoin de calme, on a besoin de pause parce que c'est physiologique en fait, hein, donc ça s'explique très très bien. Donc moi, je suis toujours surprise et je me souviens qu'à l'école, quand mon fils était petit, j'avais restauré la bibliothèque parce qu'une cour de récréation, c'est hyper bruyant. Les enfants, ils sont toujours avec beaucoup de bruit et pour des enfants hypersensibles, l'école déjà, c'est compliqué parce que ça crie, ça braille, etc. Il faut qu'il y ait des moments de repli, quoi, quelque part, hein, parce qu'il faut se régénérer, en fait. Hein. Alors moi, il y a Olive, hein, parce qu'Olive, c'est la fleur voilà, pour se régénérer. Et voilà, on en a besoin. Et on n'a pas besoin d'être complètement épuisé ou quoi, mais Olive, voilà, ça nous aide vraiment dans ces moments-là de régénération. Voilà, et là, c'est aussi ce que disait Virginie, 70% des hypersensibles sont introvertis, et donc l'introverti va se ressourcer seul, hein. Il a besoin d'être seul pour se ressourcer. Ouais, c'est pas qu'on n'aime pas les autres, c'est que juste il y a besoin de faire pause et que effectivement la relation déjà en elle-même, une relation avec qui que ce soit, ça c'est déjà de la stimulation en fait. Et donc là on a besoin d'arrêter les stimulations tout simplement. Les stratégies de défense, ben justement, pour répondre à ça, qui dit surstimulation et défatigabilité, la stratégie de défense, une parmi tant d'autres, parmi plusieurs qu'on va voir, c'est l'isolement. Donc, les water violettes qui montent dans leur tour d'ivoire, qui se renferment, qui vont bouquiner. Alors, tant que c'est juste et que c'est OK, qu'est-ce que coupe pas du monde, ben voilà, c'est le water violet positif, hein, c'est-à-dire que justement, je sais que j'ai besoin de ça, je me mets sur pause, et ça, c'est OK. Et il y a ceux qui ont tendance, par contre, à s'enfermer, à se mettre sur l'ordi ou la télé, ou voilà, et à se couper du monde. Donc là, on est dans water violet si c'est justement un petit peu trop. La deuxième stratégie de défense, c'est de mettre l'armure. Donc, l'aigre moine met son armure, parfois depuis tout petit. Et c'est là où c'est compliqué parce qu'après, ça met des années à dézinguer l'armure parce qu'elle s'épaissit au fil des années. Mais à la fois, il n'y a pas le choix. Quand on vous dit pleure pas, la ramène pas, arrête de poser des questions,
Parce que sinon, il y a du rejet, il y a de la distanciation. On se rend compte que pour être aimé, il faut s'adapter. Et donc, il faut bloquer ses émotions. Il faut en tout cas mettre un frein à tout ça. Et là, c'est aigre-moine. On va tomber dans l'aigre-moine, c'est-à-dire qu'on va se mettre le blindage. Donc, les hypersensibles, voilà, dans la stratégie pour les extravertis, c'est leur ressource, c'est leur survie, parce que c'est vraiment une question de survie, en fait, tout simplement. C'est pour s'adapter à ce qui leur est demandé, tout simplement, ils n'ont pas le choix. Donc après, il faut détricoter tout ça. Voilà, les autres stratégies de défense, et c'est souvent chez les filles, ça va être d'être hyper rockwater. En fait, parce qu'elles se sentent différentes, comme on l'a expliqué, elles se sentent différentes des autres. Alors, il y a aussi des garçons, mais moi, j'ai remarqué que c'est quand même plus fréquent, en tout cas chez les enfants, chez les filles. Comme elles se sentent différentes, leurs émotions, elles n'arrivent pas à les gérer et tout, elles vont dire, je vais m'adapter, être comme tout le monde. Et pour être adaptée, être comme tout le monde, elles vont se rockwateriser, entre guillemets. Je sais pas si le mot n'existe pas, évidemment, mais elles vont vraiment devenir comme tout le monde. J'en ai vraiment vu qui se mettaient à parler de sujets qu'elles trouvaient complètement débiles pour pouvoir parler aux autres à l'école, quoi. Elles allaient à des booms alors que ça les fatiguait énormément pour pouvoir être comme les autres, quoi. Et donc, une hyper-violence avec soi-même, une hyper-exigence avec soi-même, parce qu'il faut s'adapter dans ce monde où on se sent trop différent. Et beaucoup se sont du coup complètement rockwaterisées, se sont rigidifiées, se sont mis des tas de contraintes dont elles ont aussi beaucoup de mal donc elles ont beaucoup de mal ensuite à se départir quand elles travaillent dessus, quoi. En fait, c'est des choses qu'elles ont acquis dans la cour de récré pour survivre, quoi. C'est des stratégies de survie, quoi, hein, quand même, quoi. Et puis l'autre chose, c'est vrai, et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi bien chez Agrimoni que chez Santori, c'est de vivre à travers les autres. C'est-à-dire, là, le monsieur, il distribue des cadeaux, personne n'en veut, on s'en fout, mais il a dit, oui, mais regarde, mes belles pommes, elles sont super et tout. Ils n'en ont rien à foutre des pommes, ils sont au boulot, elle le jette, sa pomme, mais lui, il veut plaire, il veut être aimé, et ça, c'est le Santori, c'est le Agrimoni, je veux avoir des relations sociales, je veux que tout le monde m'aime, je veux l'harmonie, je veux... Voilà, et donc du coup, comme il a beaucoup de mal il se sent tellement différent, soit il s'adapte pour faire les autres, soit il va tout faire pour, il voit sa vie à travers le regard des autres et donc il va tout faire pour se faire aimer et c'est très compliqué pour eux, quoi, avec une grande souffrance en fait, hein. Oui, on peut parler de la susceptibilité parce qu'effectivement, bien sûr, dans le jugement des autres, hein, la peur du Voilà. jugement des autres, du regard des autres, ça c'est Mimulus, hein, mais il y a vraiment Voilà. ce côté hyper récurrent chez les hypersensibles. Hein, voilà, Et Mimulus est une fleur centrale pour ça, parce que Mimulus, pour moi, c'est aussi vraiment comme Yann de Lavergne, la peur du regard des autres. Et donc, c'est vraiment ça. En fait, il finit par, bien qu'il ait besoin d'être seul pour se ressourcer, il se rend compte qu'il est différent et il a vraiment peur du regard des autres. Donc, c'est et à la fois, il a besoin de lien. Voilà, il aime être en lien. Donc, il y a ces deux... voilà, son cœur balance. Tout à fait. Alors, et donc, le fait d'être différent, le fait de se poser des tas de questions, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout petit, l'hypersensible se pose des questions, se pose des tas de questions sur mais mes parents, est-ce que c'est mes parents, mais pourquoi on est là, tout le monde, c'est quoi la vie, c'est quoi la mort, et qu'est-ce qu'il y a après la mort, et pourquoi, et c'est quoi le sens, et ça sert à quoi de vivre, et tout. Ça, c'est dès 5 ans. Hein. Dès 5 ans, il faut bassiner avec ces questions-là. Et en fait, c'est quelque chose qui reste tout le temps. Il y a tout le temps, chez tous les hypersensibles, cette angoisse existentielle, cette question, cette souffrance liée au fait qu'on se sent différent. Et quelque part, ça rejoint une fleur, et moi j'ai beaucoup travaillé dessus avec quelqu'un d'autre qui est très fort en feedback, qui s'appelle François Deportes, qui est vraiment c'est un peu cette nuit noire de l'âme dont part des bacs, qui est de dire mais je suis tellement différent, mais à quoi je sers, c'est quoi mon futur, c'est quoi. Et donc il y a toujours chez les hypersensibles ce qu'on appelle avec François un espèce de petit ruisseau sweet chestnut. Alors il peut être petit, ce petit ruisseau, quand tout va bien, quand finalement mon boulot ça va, mon mari ça va, les enfants ça va, mes parents ça va, tout le monde va bien, je suis à peu près stable dans ma vie, tout va bien. J'ai toujours une espèce de petite mélancolie,
il est différent, même si je me suis rock-waterisée ou agrémonie, il y a toujours au fond de moi, si je suis agrémonie, je le cache bien, du sweet chestnut. Et puis de temps en temps, il va y avoir un changement. Et là, le ruisseau, il va déborder, il va faire un petit peu une espèce d'inondation, de crue. Il va y avoir la crue du sweet chestnut, et là, le sweet chestnut va vous envahir, quoi, vraiment. Et il va y avoir un espèce de désespoir. Non, mais pourquoi tout ça? Mais c'est quoi le sens de tout ça? Mais ça sert à quoi? Mais putain, pourquoi, quoi? Et une espèce de grand désespoir, avec des espèces de grosses bulles comme de la vase qui sortent du fond du fleuve de moutarde qui explose et qui fait qu'on se met à être vraiment triste, à être vraiment... alors que voilà, tout le monde va vous dire, ah bah non, c'est sans raison, mais pourquoi et tout. Et donc, cette différence, enfin, alors, c'est pas pour ça que vous allez donner en première intention, de toute façon, toutes les fois, vous n'allez pas pouvoir les mettre dans le flacon, mais souvent, on a cette vision sweet chestnut, voire mustard, chez les hypersensibles. En tout cas, moi, je l'ai très, très souvent remarqué, quoi. Donc, Ouais, je crois qu'en fait, comme l'intensité est décuplée, on passe dans des fleurs qu'on pourrait croire quand on les étudie au départ qu'on va les donner que très très souvent pour les hypersensibles. Effectivement, du coup, vous voyez, agrémonie et sweet chestnut, c'est pas des fleurs auxquelles qu'on pense au début quand on les apprend, on se dit celles-là, on va pas les donner hyper souvent. Et en fait, pour les hypersensibles, c'est des fleurs qui sont vraiment besoin. C'est une fleur vraiment centrale. Vraiment. Ok. Voilà. Ensuite, c'est toi. La vision globale aussi du monde, hein, Catherine. Oui, alors c'est vrai que l'hypersensible a une vision beaucoup plus globale des choses. C'est lié à son cerveau, à la manière dont il va appréhender les choses. Il va voir les choses de manière plus globale. Et donc, mais à la fois, il a quand même cette capacité d'aller dans le détail, mais il va voir les choses en fait, de manière plus globale. C'est pour ça qu'on dit que les hypersensibles s'intéressent vraiment à l'écologie, qu'il y a beaucoup d'hypersensibles qui s'intéressent à l'écologie parce qu'ils ont cette capacité de voir grand, entre guillemets, quoi, donc, de voir d'une manière ample, on va dire, de se rendre compte des problématiques. Hypersensibles et zèbres, quelle différence? Alors, brièvement, parce que voilà, je pense que ça mérite un autre chapitre. Donc les zèbres, parce que peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne savent pas ce que ce sont des zèbres. Moi, je préfère cette appellation qui a été donnée par Jeanne Siofachin, qui est une pédopsychiatre, me semble-t-il, psychologue, qui a un institut qui s'appelle Cogito à Marseille, qui est spécialiste sur le sujet depuis plus de 20 ans maintenant. C'est l'appellation qu'elle a souhaité donner pour les gens qui sont surdoués ou au potentiel. Et parce que surdoué, ça fait sûr, ça fait plus que, ça fait mieux que, et ça, les personnes qui sont dans cette catégorie, on va dire, ça leur plaît pas du tout, parce qu'au contraire, justement, ils ont un problème avec l'humilité et ils ont l'impression qu'ils sont pas du tout plus intelligents que les autres. Donc, voilà, on appelle ça des zèbres. Mais 100% des zèbres sont hypersensibles. Donc, voilà, ça, c'est ce qu'il faut noter. Donc, c'est pour ça que c'est bien de commencer par l'hypersensibilité et puis après de voir les différences avec les zèbres. En tout cas, un zèbre, c'est un hypersensible plus. Au niveau de ce que tu nous as expliqué de la pensée en arborescence et du fonctionnement du cerveau, ça va beaucoup plus vite. Alors là, c'est 3%. Alors, officiellement 3%, on pense que c'est plus maintenant parce qu'entre ceux qui ne sont pas repérés, on va dire, c'est un peu difficile d'avoir des chiffres exacts. Il y a des tests qui existent pour les enfants et un autre test qui est différent pour le test adulte. Ça se fait chez un neuropsychologue, chez des gens qui sont référencés sur un site bien particulier parce que c'est un test qui dure à peu près 3 heures. Il y a un décryptage, un décodage du test et après il y a un suivi qui est hyper important. Il faut avoir un très bon suivi pour ça. Voilà. Alors là, on est 200% cherry plum, on est 200% verveine et impatience. Si quand vous avez fait votre niveau 3 à l'époque, on vous a demandé, vous pensez que vos fleurs de type c'est quoi et que vous avez pensé que c'était impatience et verveine, allez voir du côté des zèbres si ça ne vous parle pas. Voilà. Voilà, c'est l'hypersensible plus. Donc ça, voilà, c'est juste des petites annotations comme ça. Bref, brièvement, on va dire. Alors, le bon côté des choses, parce qu'il faut, c'est important, vraiment important qu'on conclue sur une note positive. Et moi, j'aime beaucoup cette appellation de haut potentiel sensoriel.
parce que je pense que quand on comprend, quand on accueille et quand on accepte de voir qu'on est hypersensible, on peut comprendre qu'on a des qualités à développer, en tout cas, ou à laisser émerger, comme l'intuition, comme l'empathie, comme la créativité, comme l'inventivité, la vivacité d'esprit, voilà, les fortes connexions à la nature. Et puis, j'aime bien aussi cette notion de voir que les hypersensibles, de constater que les hypersensibles, ils ont cette capacité d'émerveillement pour des choses très simples. Et je vais finir là-dessus parce que ça nous ramène à cette idée de simplicité chère au Dr Bach. Et ça fait écho par rapport à ça. Voilà, ils ont cette... voilà, le coucher de soleil, la nature, les fleurs, voilà, tout ce qu'on peut retrouver qui est à la fois complexe, mais dans la nature, quand on les voit comme ça, voilà, tout paraît simple et c'est très beau. Et donc, se satisfaire de peu, finalement, et s'émerveiller de peu. Donc, voilà, cette simplicité. Voilà, Catherine, je te laisse. Non, on a fini. Non, toi, tu veux ajouter quelque chose? Moi, OK pour toi. C'est OK pour toi. Non, c'est pour moi, c'est OK. Merci. Voilà. Merci Voilà. à vous tous de votre écoute. Ce qu'on vous propose, peut-être maintenant, il nous reste 25 minutes, c'est peut-être de faire une question-réponse. Peut-être tu peux arrêter de partager l'écran, Virginie, comme ça on le voit. Et puis, voilà, peut-être vous levez la main. Et puis, voilà, nous, on est ouvert à tout, sachant qu'on ne sait pas tout. Alors, attendez, il faut que j'arrive à arrêter le partage d'écran. Il faut que je retrouve le bouton qui est caché. Voilà. Voilà, parfait. Écran partagé, arrêter le partage d'écran. Quitter. Non, c'est ça. Voilà. Parce que là, j'ai un problème. Pourquoi il ne me sort pas arrêter le partage? Non, mais c'est bon, si, c'est arrêté. Ah Je bon? l'ai fait, Eugénie, je l'ai fait. Ah, d'accord, super. Merci, Véronique. Tu m'as sauvée. C'est parfait. Alors, moi, je ne vois pas tout le monde. Donc, s'il y a des mains qui se lèvent, allez-y, parlez. S'il y en a qui ont des choses à ajouter, des choses à préciser. Amandine. Dans les réactions, dans le petit bouton réaction, vous avez une option qui s'appelle lever la main et du coup, ça mettra votre petite image près de Virginie, comme ça, elle la verra en premier. Plutôt que de lever la main comme ça, si vous n'êtes pas sur son écran, elle ne vous verra pas. Parce que moi, je ne vois qu'une page et j'ai une deuxième page avec plein de gens, en fait. Donc, non, mais allez-y, prenez la parole, librement, c'est bon. OK. Joanne. Oui, Joanne. Tout d'abord, je voulais vous remercier parce que bon, je connaissais l'hypersensibilité et en fait, je me demandais si c'était pas un petit peu un effet de mode. Et bon, je me suis dit, bon, bah oui, je me reconnais dans beaucoup de choses, mais voilà, je n'étais pas convaincue d'être vraiment dans cette catégorie. Bon, maintenant, je pense que oui. Alors, j'étais surprise d'entendre que ça pouvait être prouvé scientifiquement. Parce que je pense que c'est Catherine qui disait que si on fait une IRM, on peut voir qu'il y a 30% de neurones en plus qui s'illuminent chez les hypersensibles. Donc déjà, je trouve que ce soit bien qu'on ait des preuves scientifiques, parce qu'on sait bien que de nos jours, si c'est pas prouvé scientifiquement, ça n'existe pas. Et alors, j'avais noté mes questions, faut que je les retrouve. Oui, pourquoi est-ce que on a lié Mimulus à la susceptibilité? Ah non, pas la susceptibilité, à l'hypersensibilité globalement. En fait, Mimulus, elle va très bien marcher pour les peurs, elle va très bien marcher pour ces gens qui sont plutôt sur les 70% d'introvertis, elle va très bien marcher aussi, alors c'est rigolo, c'est pas en première instance, on n'y pense pas du tout, mais moi je sais que Françoise Cansez, et ça marche hyper bien sur les bébés, quand moi je vois des bébés qui ont de l'hyperesthésie, hyperacousie ou hyperolfactie, qui ne supportent pas les lumières et tout, je pense tout de suite à Mimulus. Pour moi, c'est un signe. Donc, Mimulus, ça va être la fleur de base qu'on retrouve partout, mais pas du tout pour la susceptibilité. En tout cas, non, la susceptibilité. Vers quoi on irait alors pour la susceptibilité? Alors, moi, ça peut être Oli, et ça peut être aussi tout simplement Walnut, c'est-à-dire que tu hyper réagis aux critiques des autres. C'est-à-dire que le Walnut, il va prendre la tristesse des autres, mais il va prendre aussi leur colère, il va prendre leur critique, quoi. Et après, si toi, tu es trop
sensible et susceptible sur des sujets, c'est peut-être que tu as une colère rentrée ou que ça te touche, ça te renvoie à quelque chose qui te touche, qui est une colère au lit qui est en toi, si tu veux. Mhm. Mais tu Et peux rajouter, Virginie. Oui, je ne Mhm. sais pas qu'est-ce que. Après, c'est vrai que c'est la susceptibilité, ça peut peut-être venir par différentes portes et différents ressentis, justement. Est-ce que je suis susceptible parce que j'ai peur du jugement des autres, enfin, je m'inquiète du jugement des autres, et puis voir comment est-ce que c'est. Moi, je vois ça comme une peur du jugement des autres, la susceptibilité. Ça, je suis susceptible parce que ce qu'on me renvoie de moi-même aussi ne me plaît pas. Donc, avoir aussi par rapport à l'image de soi et l'estime de soi. Je sais pas, il y a peut-être plusieurs pistes, ça demande réflexion. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, c'est parce que moi, j'avais compris dans l'explication qu'on liait Mimulus à ça. Et donc, c'est pour ça que ça me posait question, parce que je ne comprenais pas le lien entre les deux. Mais Ouais. il y en Par avait contre, pas. Mimulus, c'est bien la peur du regard des autres, en tout cas. Ouais. Et donc, Ouais. Et alors, White Chestnut pour la rumination mentale et tout ça, mais Catherine, tu y as fait aussi référence dans le cas du « Ah oui, mais s'il se passe ça, alors il pourrait se passer ça, il pourrait se passer ça, etc. » Ça m'intéresse parce que chez moi, c'est quelque chose qui est hyper envahissant. Cette tendance que j'ai à imaginer tous les scénarios qui pourraient arriver. Et moi, je ne l'avais pas relié. Enfin, en même temps, je vois pourquoi on peut le relire White Chestnut, et en même temps, moi, je ne l'ai pas forcément fait. Alors, moi, c'est souvent les scénarios ici, mais c'est vrai que dans ce cas-là, moi, je trouve que le triptyque qui marche bien, donc tu vas me dire, ça fait déjà 3 fleurs dans le flacon, c'est vraiment le triptyque Scléranthus, White Chestnut, Cherry Plum. Parce qu'il y a une perte de contrôle du mental et parce que le fonctionnement du cerveau en arborescence, c'est quand même vraiment Scléranthus, si tu veux. White Chestnut, en fait, si tu veux, c'est un schéma que je fais souvent, que Ricardo Roscoe avait fait, si tu veux, ça dit, donc tu as la tête, vous allez rien voir là. Remarque, je dois pouvoir même le faire sur tableau blanc. Je ne sais pas si je peux faire le tableau blanc, Véronique, moi? Normalement, oui. Oui, voilà. Donc je vais dessiner, ça va être atroce, parce que je ne dessine pas forcément bien, mais je vais dessiner. Voilà, un bonhomme. Nous allons avoir son nez, sa bouche. Voilà, donc vous avez reconnu un bonhomme, d'accord? Je peux même lui faire des yeux. En fait, il va dire, tiens, je vais aller au cinéma ce soir, ok? Tiens, bah ouais, je vais aller au cinéma. Ah bah oui, mais non, en même temps, j'avais dit que je bossais ce soir. Ah oui, mais c'est vrai, puis il faut que je refasse le dossier pour demain. Ah oui, puis en même temps, il faut que j'appelle maman. C'est vrai que maman, avec son histoire de santé et tout. Oui, mais en même temps, si j'allais au cinéma, eh ben, je ferais bien, j'irais bien voir ça parce que j'avais dit, ah oui, et puis c'est vrai que j'avais dit que j'allais voir telle comédie là, avec telle copine en VO. Ah oui, mais en VO, ils passent plus ce cinéma. C'est vrai qu'ils ont fait des travaux, etc. Et en fait, voilà, je suis sûre que tu te reconnais. Voilà. Et donc, à la fin, inutile de vous dire qu'il n'est pas allé au cinéma, hein, ça c'est Scléranthus, hein, parce qu'il a tellement hésité. Et en fait, chaque idée a généré des idées. Mais en fait, chez l'hypersensible, ce qui se passe, c'est qu'il y a des trucs qui tournent. Au lieu d'avoir un white chestnut du genre « je suis obnubilée parce que mon petit copain m'a dit, m'a donné une insulte ou m'a critiqué », ça va être « ah, j'ai le problème de maman là qui m'angoisse, ah, j'ai le problème de ma copine, là, il faut que je lui achète un cadeau d'anniversaire et je ne sais pas quoi, j'ai le problème du boulot, de mon chef qui ceci, etc. » Et, tout. Et ils ont plein de petits white chestnuts qui tournent dans la ça ne tête. suffit pas. Ouais. Voilà. Et il faut les deux. Scléranthus ne suffit pas et White Chestnut ne suffit pas. Et en fait, il y a une prise de pouvoir du mental là, et donc voilà. Et c'est pour ça que je mets Cherry Plum. Et j'aime bien mettre ce triptyque et très honnêtement, je suis bien, quoi. Et c'est cette connexion neuronale-là et c'est ce qui fait que ça consomme, comme je disais, de la sérotonine et que du coup, ton humeur, elle est comme ça. Voilà. Et on reprend cette humeur Scléranthus. Et en fait, ce triptyque Scléranthus White Chestnut, il va rester comme ça, la personne, mais les vagues vont être comme ça, si tu veux. C'est pas très joli, mais bon. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire. Magnifique. Après, moi, je trouve qu'il y a Helm, parce que Helm, vraiment, ça aide à prioriser. C'est-à-dire que quand il y a une période où il y a encore plus de trucs que d'habitude, parce qu'on va dire qu'il y en a tout le temps, mais des fois, il y en a encore plus, on passe au cran du dessus. Là, Helm, je trouve que ça
Vraiment, ça aide vraiment à y voir plus clair. Alors, au début, je Tout à trouve que fait. White Chestnut, effectivement, fait le job. Et à un moment donné où White Chestnut, c'est plus efficace, d'accord. parce que moi, j'en ai soupé du White Chestnut, mais il y a un Je suis moment d'accord. donné où le Helm, là, il aide Non, en mais plus. je Quoi. suis aussi une Helm addict, donc je confirme. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, Joanne. Du coup, on avait d'autres questions tout à l'heure. Il y avait Simone. Il y a Sarah qui attend. Allez-y à parler parce que voilà, Sarah, moi, je ne oui, vous vois pas, en fait. Je ne vois pas toutes, malheureusement. Je sais pas. Non, moi, je n'avais pas de question, mais simplement, quand vous avez parlé d'hypersensibilité, je pensais aussi à Centauré par rapport à cette protection de l'aura et puis se mettre ses propres limites par rapport à ce qu'on veut bien accepter ou pas, etc. Mais plus sur un niveau un petit peu plus spirituel peut-être, un petit peu, comment dire, moins dans le concret, mais plus dans la protection générale au niveau de l'aura, quoi. Pour garder son cap. Ouais. Pour rester le capitaine du navire, pour que l'âme garde son cap et qu'elle ne soit pas au service des autres, quoi, pour se recentrer sur son propre chemin. Ouais, c'est ça que tu veux dire. Oui. Ok. Sarah, du coup, tu voulais parler. Oui, merci. Bonsoir tout le monde. Et puis déjà un grand merci parce que vraiment c'était super et riche. À un moment donné, Virginie, quand tu parlais des 5 sens, il y a un moment, tu as parlé de sclérotus pour un équilibre, ou dans l'équilibre et le déséquilibre. Et du coup, voilà, j'aurais besoin Quand ça que tu tangue. me précises. Oui, c'est une fleur qui est indiquée, effectivement. Alors ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai appris, que j'ai expérimenté avec ma sœur qui est hypersensible, avec Orozco. C'était Orozco qui nous parlait de ça, en fait, hein, pour tout ce qui était le déséquilibre physique. Mais de toute façon, même, je crois qu'on nous aussi, hein, quand il y a les vertiges, quand ça tangue, etc., c'est une fleur d'équilibre, en fait, ouais, physique, vraiment. Ouais, à voir. Pour les gens qui sont sensibles à la voiture, à la prise d'altitude, voilà. Bon, il y a Walnut aussi, mais je veux dire à essayer. Ceux qui sont sensibles, voilà, qui ont des problèmes vestibulaires et qui sont sensibles au mouvement comme ça, quand ça aussi, à voir. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou compléments d'information? Parce que voilà, je pensais à Amandine. Oui, tu es Amandine, je ne te vois pas, je vais sur l'autre écran. Hop. Ah voilà, tu es là. Est-ce que tu aurais des choses sur lesquelles tu pourrais nous éclaircir, des compléments ajoutés, des choses qui manquaient, ou voilà, par rapport à l'imagerie cérébrale, les progrès qu'on a fait en neurosciences, tout ça? Non, c'était très riche. Merci beaucoup. Alors, moi, je ne suis pas neuropsy, donc je ne peux pas vous amener énormément d'informations par rapport à ça. Par contre, par rapport à ce que vous avez pu décrire et les petits noms que tu donnais, Virginie, elle est bipolaire, elle est hystérique, etc. Oui. C'est vrai qu'il y a pas mal de confusion par rapport à ça, mais l'hypersensibilité peut aussi être source, du coup, dans son excès de pathologie. De pathologie mentale, et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il y a parfois cette confusion qui peut être faite, et quand on peut accompagner, ben, ça évite d'arriver à des stades de décompensation de maladies mentales et avec des conséquences plus sévères du coup. Ouais, d'où l'intérêt de creuser les choses, de se faire accompagner par les bonnes personnes, quoi. Ouais, de l'accueillir déjà. Ce que vous disiez en introduction, ça me paraît fondamental, ne serait-ce que pouvoir mettre du sens sur comment je fonctionne et pouvoir accueillir et accompagner ça, ben, ça m'évite parfois vous avez beaucoup parlé de Cherry Plum, ça m'évite de devenir barge. J'ai des patients qui me disent, je suis psychologue, pardon, pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai des patients qui me disent qui sont en train de devenir barges par toutes ces sollicitations, par tout ce qui vient de l'extérieur. Et parfois, en effet, ça peut donner lieu à des décompensations. Voilà. Merci. Merci à vous, c'est top. Et toi, Monique, qui connais bien le sujet aussi? D'abord, merci parce que c'était vraiment super intéressant. C'est vrai que c'est un sujet qui est inépuisable. Hein. Il
y a beaucoup de choses à lire, beaucoup de choses à découvrir. Et puis, je trouve que vous ramenez bien ça à la connaissance de soi aussi. C'est que finalement, quelle que soit notre étiquette, hypersensible, zèbre, normal, pseudo-normal, pas du tout normal, en fait, c'est vraiment comment chacun le vit et comment ça structure à l'intérieur de nous. Et cette vision aussi des liens qu'on peut faire entre les fleurs et comme tu faisais ton dessin, je trouvais ça très parlant, de se dire, mais oui, c'est vrai, en fait, allons, voyons un peu comment tout ça se met en synergie, parce que ce serait quand même trop simple que ce soit qu'une seule fleur à la fois. Donc, oui, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Moi, je vais prendre la parole juste pour vous remercier. Je suis très contente de vous voir ce soir. Un sujet extrêmement riche. Cette année, alors je ne sais pas si c'est voilà, les conditions que nous vivons tous. J'ai accueilli beaucoup d'enfants justement hypersensibles. Vraiment, beaucoup de familles en grand désespoir parce que cette hypersensibilité s'est révélée vraiment plus, surtout dans les confinements. Voilà. Et donc, les fleurs ont bien accompagné. Donc, toutes les fleurs que vous avez citées me parlent beaucoup. Après, j'ai l'impression que, il y a beaucoup de conseillers fleurs de bac quand même à haut potentiel sensoriel. J'en sais rien. Mais en tout cas, ça m'a fait du bien toujours pareil, de mettre en communion voilà, ces ressentis autour de ces fleurs-là. Il y a une fleur dont vous n'avez pas parlé, et je ne sais pas si elle est appropriée à ça, mais j'ai eu pas mal aussi de water violette par rapport à cette hypersensibilité, Ouais, besoin de s'isoler. Oui, pardon, c'est vrai, c'est moi, je n'ai pas mentionné water violette. Bien sûr, Si, tu en as parlé, tu en as parlé. Ah bon? Ah oui, dans Ah l'isolement, bon? dans J'avais Oui. dû m'absenter à ce moment-là. Ok, bon, alors ça va. Voilà. Parce que j'ai tellement de choses que Ouais. Et bravo Virginie pour revenir sur elle, parce que celle-là aussi, je la connais plus. Et ça me parle bien ce que tu dis. Ouais, celle-là, on a souvent, White Chestnut beaucoup plus. Au bout d'un moment, il faut passer à autre chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Et elle, effectivement, est super chouette. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup pour. Est-ce que vous allez faire une petite question? Est-ce que vous allez faire des petites rencontres comme ça? Moi, il y a vraiment les sujets des enfants TDA qui m'intéresseraient aussi, je ne sais pas. les sujets, c'est bien. Donc, je pense que là, il faut envoyer les sujets à notre équipe justement organisatrice, c'est-à-dire Joanne, Isabelle et Sabine, qui ont eu cette joyeuse initiative de nous faire nous retrouver donc 2 fois par trimestre. Donc, je pense que vous pouvez lui envoyer vos idées. Et puis après, c'est elles qui contacteront les personnes auxquelles elles pensent, qui peuvent répondre au mieux à ces thématiques. Donc, ouais, super. Donc, il va falloir... Il y a des matières sur lesquelles on peut faire de chouettes partages. Donc, ouais, super. Donc, il faut envoyer un petit email. Je ne sais pas qui gère justement de manière... c'est Joanne. On envoie quoi à info Non, inscription au pluriel, la petite école, lpefb.com. Je vais le mettre dans les... Voilà, si tu peux le mettre comme ça, ou si vous avez des idées pour les prochaines, pour enrichir la ruche. Soit des propositions, on est évidemment preneur. Si vous êtes spécialisé dans quelque chose. Maintenant, au départ, on a mis les rencontres une fois tous les 2 mois. Et là, on commence à se rendre compte qu'il y a des demandes et il y a des propositions. Donc, on va peut-être revoir avec Claire s'il ne faudrait pas étendre un petit peu, parce que sinon, on est parti c'est sans fin. Avec ce qu'on a dans nos valises. Et tant mieux. Ouais. Je vous ai partagé... Ah, pardon. Bonsoir, c'est Ève. C'était pour... je voulais prendre la parole déjà pour vous remercier, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment super passionnant et intéressant et inspirant aussi. Et bravo, quoi. C'était vraiment, vraiment bien, quoi. J'ai vraiment apprécié. Et puis, je me posais juste une question, du coup, parce que je me dis finalement, bon, du coup,
c'est vrai qu'en discutant avec Virginie dernièrement, je me suis dit que j'étais dans cette catégorie hypersensible et voilà, j'avais pas mis des mots vraiment là-dessus et pourtant les fleurs de bac, ça fait un moment que je les ai rencontrées et que ma grande prière était de trouver un outil pour gérer mes émotions quand j'étais toute jeune, quand j'avais 22, 23 ans déjà. Et je me dis, j'ai 2 grands enfants qui sont tous les 2 aussi hypersensibles. Eux, ils sont zèbres, comme on me dit là ce soir. Et je me demandais s'il y avait un lien, en fait, du coup, entre mon hypersensibilité et la leur. Et... Probablement, hein, probablement. Alors, on en a parlé un petit peu de la génétique, si tu veux, mais moi, je m'aperçois vraiment de ça. Déjà, tous les zèbres sont hypersensibles. Après, tous les hypersensibles ne sont pas forcément zèbres, encore que ça se discute, ce n'est pas encore forcément très établi. Mais par contre, que ce soit génétique, moi, je l'ai trouvé vraiment dans... Alors, en tout cas, voilà, quand il y a un parent zèbre, peut-être sûr qu'il y a au moins un des 2 enfants, quand il y a plusieurs enfants qui sont zèbres. Ouais. C'est plutôt génétique, quoi, très, très clairement. Il y a des études qui sont faites actuellement, c'est-à-dire que comme la problématique de nos parents à nous n'était pas du tout détectée, entre guillemets, par les tests, les chiffres sont un peu... voilà, on n'a pas d'études encore, il n'y a pas suffisamment de recul par rapport à ça, donc du coup, on attend de voir. Voilà. Mais c'est super, et ça marche beaucoup. Moi, le nombre de fois où j'ai dit à une maman... enfin, voilà, où j'ai dit, bah, écoutez, moi là, je pense qu'il coche toutes les cases, hein, vous pourriez faire un test. Hein. Et j'ai dit, et vous aussi d'ailleurs. Et la maman qui revient un mois après, dit, bah, moi, je voulais juste venir vous voir pour vous dire que j'ai fait le test et qu'en effet, j'ai revu du coup ma vie, toute ma vie, le film de ma vie, quoi. J'ai tout revu à travers ce prisme-là, j'ai dévoré Jeanne Siofachin et je voulais vous remercier, quoi. Et voilà, et ils viennent beaucoup, ils viennent via leurs enfants. Ouais, l'hypersensibilité aussi, je pense qu'on y vient beaucoup par la compréhension de notre hypersensibilité. Nos enfants sont nos enseignants. Donc, voilà. Oui, complètement. Voilà. Et c'est peut-être une aide pour eux d'avoir des parents, en tout cas, qui prennent conscience de ça, quoi, pour pouvoir nous accompagner. Ça change tout. Du coup, moi, ça change beaucoup de choses aussi, de prendre encore plus cette conscience, quoi, par rapport au chemin qu'ils font. Et alors, d'autant plus, je vais vous dire, parce qu'il y a des études qui ont été faites par rapport à ça, par contre, par rapport justement à l'activation, quand c'est positif et quand c'est négatif. Et ça, maintenant, ils ont fait des études que quand on est éduqué, les enfants qui ont une éducation, enfin les adultes, voilà, quand ils étaient enfants, qui ont une éducation soutenante, bienveillante, avec la verbalisation, l'acceptation, l'accueil des émotions, ces enfants-là, quand ils sont grands, en fait, au niveau de l'activation de ce qui se passe, qui peut être désagréable ou négatif, l'activation est moindre. C'est-à-dire que voilà, ça amoindrit le côté négatif, entre guillemets, de cet emballement de l'hypersensible. Et donc, bah oui, c'est hyper important pour des enfants hypersensibles d'être dans l'accueil de cette hypersensibilité, dans l'écoute des émotions. Voilà, d'où la roue des émotions que moi, je l'avais prise, parce que voilà, c'est des petits outils comme ça pédagogiques pour les enfants, prendre un temps, qu'est-ce que je ressens, etc. Et déjà, voilà, rien que ça, si on accueille, on leur fait une place pour ça, dans la parole, dans la verbalisation, on va aider ces enfants à se construire et du coup, au niveau des chiffres, de l'anxiété, de la dépression, du côté timide, bah, ça va décroître, vraiment. Voilà, ne serait-ce que par l'éducation dans les premières, voilà, de chez nos enfants. Donc oui, donc je crois que l'élan que j'ai eu de partager sur cette thématique, c'était par rapport à nos enfants. On a vraiment un rôle à jouer, nous, dans la conscientisation de l'hypersensibilité pour que nos enfants, eux, ils accueillent leur propre sensibilité et que du coup, ils ne soient pas dans le cherry plum, j'ai envie de dire. Ouais, voilà. Merci beaucoup, c'était vraiment inspirant et merci, j'étais contente de vous voir et voilà, d'être en lien avec tout le monde, c'est chouette aussi ce soir. Merci à vous. Merci à vous. Jessica, tu voulais parler, c'est ça? Oui, bonsoir à tout le monde. Oui, c'est par rapport à ce que vous parliez, par rapport au fait de la génétique. Alors, bon, moi, il se trouve que j'ai un enfant qui est précoce et dit zèbre, qui est suivi par une psychologue qui est vraiment spécialiste que là-dedans. Et effectivement, les dernières études confirment, bon, Virginie l'a dit aussi, il y aurait vraiment une génétique par rapport à ça. Voilà. Et dans un deuxième temps, donc j'ai mes enfants qui ont passé la tête pour s'intéresser au sujet dont on parlait, parce que les deux étaient concernés. Le premier parce qu'il est malvoyant et hypersensible, et le deuxième parce qu'effectivement aussi il est précoce. Et grâce au diaporama qui a été publié, ça a pu libérer la parole de mon fils, et du coup j'ai appris certaines choses que je n'étais pas au courant, comme quoi avec nos propres enfants c'est toujours difficile. Et du coup, merci pour ça, parce que voilà, par rapport à l'hyper-émotivité, il m'a dit, tu vois la porte là, quand je m'isole, en fait, je fais la crise, mais j'attends que tu viennes pour me calmer. C'est ça, en fait.
Donc, Ouais. déjà, Génial. j'avais pas l'attitude qui allait dans Bravo. ce sens. Et donc, j'ai dit, bah, super, j'ai appris un truc avec mon propre fils, ça c'est chouette. Ouais. Donc, merci pour ça aussi. Parce que Merci voilà, de on ce en apprend partage. tous les jours. Ouais. Voilà, Ouais. donc J'en ai merci. la chair de poule. Voilà. Et les larmes aux yeux. Ouais, ça me touche. Ça me touche beaucoup. Bah, écoute, tu Donc, l'embrasseras merci. pour nous, Jessica. Ben oui, mais il vous Ouais. entend parce On le voit, on l'a qu'il vu, les habite petits- les deux là autour là. Voilà. Ouais. Super. Bon, merci et bonne soirée à tout le monde. Alors, du coup. Ouais, merci, merci. Voilà, je vous ai partagé les ressources. Hein. Donc, dans les ressources, vous allez voir, je ne sais pas si je peux faire un petit écran partagé pour finir là-dessus, parce que voilà, il y a des personnalités qui nous fournissent plein de belles choses par rapport à ça. Alors, vite fait, bien fait. Hop, mode plein écran. Les personnes ressources, Françoise Quincès, hein, parce que Françoise Quincès, voilà, elle a écrit les livres sur les enfants différents. Donc, vraiment, elle a fait un gros travail par rapport à ça, comme elle était enseignante, qu'elle est retraitée maintenant, elle a été directrice d'école et qu'elle a des enfants voilà, au potentiel 10, etc. Elle connaît bien la problématique et donc, ce serait bien qu'on l'invite parce qu'elle a plein de choses à nous partager. Il y a aussi l'histoire des traumas, en sachant que, voilà, je vais assister grâce à Catherine à une conférence qu'elle avait organisée sur Paris sur justement les hypersensibles sont la plupart du temps, ont plus de traumas que les autres parce que comme tout est vécu de manière très intense, ça fait des micro-traumas. Donc on accumule au cours de notre enfance. Voilà, si vous avez été au cinéma voir Bambi quand vous étiez tout petit, c'était votre première séance de cinéma et que ça vous a fait un choc, c'est quelque chose qui va rester, quand vous allez entrer dans une salle de cinéma, ça va, voilà, bref. Donc Françoise Quincès. Hélène Aron, parce que c'est la première donc américaine dont je vous ai parlé dans les années 90, a fait toutes ses études sur l'hypersensibilité. Et la personne à avoir posé, première personne à avoir posé ce mot. Et en France, on a Saverio Tomasella avec toute une équipe maintenant qui l'a rejoint sur l'Observatoire de la sensibilité. Donc, il y a son site internet, il y a plein de vidéos sur YouTube, vous pouvez y aller. Voilà, c'est une très chouette personne. Charlotte, donc, qui est une amie de Catherine que j'ai découvert à Paris, à qui je dois ma découverte de l'hypersensibilité, mais jamais trop tard pour bien faire, sur le tard. Voilà. Et puis Fabrice Midal aussi, qui fait beaucoup de choses sur l'hypersensibilité, beaucoup de vidéos. Et comme il dit, et ça c'est super important, et comme vous l'avez dit ce soir, le fait d'en parler, c'est déjà beaucoup, en fait. Voilà, c'est déjà un pas. Ben, en tout cas, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou d'autres... Virginie, il y a quelqu'un qui demande si vous avez des livres à conseiller. Des livres à conseiller. Alors, oui, parce que je ne vois plus les notes, là, du coup, je vais arrêter le partage d'écran. Clac. Des livres à conseiller, moi, j'aime beaucoup les deux petits livres que j'ai pris. Ça, c'est des images, en fait, hein, mais voilà, ça peut, pour que des gens se reconnaissent, que des gens que vous pensez hypersensibles se reconnaissent, ça peut faire l'objet de petits cadeaux. Il y a les deux livres de Françoise Quincès. Je les ai, mais je vous enverrai voilà, sur les enfants différents. Hein. Il y a un livre qu'elle a écrit sur les enfants différents avec vraiment un gros travail sur les fleurs. Surtout qu'elle travaille beaucoup avec le docteur Ricardo Roscoe qui travaille avec des psychologues. Donc voilà, il y a beaucoup de choses très pertinentes. Des livres. Après, il y a les livres de ces auteurs-là que vous allez retrouver sur leur site. Après, il y a beaucoup de gens. Voilà, c'est ceux auxquels on a pensé. Hélène Aron aussi, voilà, ses premiers livres permettent d'expliquer. Voilà. Ce que je vous ai montré, ça, c'est gens qui ont peur d'avoir peur, mieux comprendre l'hypersensibilité. Donc, ça, c'est intéressant. Voilà, donc là, les peurs, vous voyez, c'est carrément le titre, quoi. On est sur les peurs, quoi. Donc, un excellent ouvrage. Mais pour Jessica, vraiment, il faut que tu achètes là, les deux petits fascicules de Cédric Martinez, là, c'est ceux-là. Ouais. Vraiment Pierrick Martinez, ouais. Pierrick Martinez, c'est ça qu'il faut que tu commandes. Ça, c'est sympa, ouais. Ça, ils sont pas chers, et ils sont vraiment 8 €, 10 €. Ouais, je pense que ça peut faire des bons petits déclics. Des chouettes déclics parce que c'est très positif, ces dessins, ils sont chouettes. Hein, voilà. Ils présentent ça de manière super positive, quoi. Donc, on voit la richesse de l'hypersensibilité. Ils sont disponibles sur ton site? Oui, tout à fait. Voilà. Isabelle? Mesdames les organisatrices. Non, mais je crois que tout le monde est content effectivement de vos interventions. En lisant un petit peu les messages, je vois que beaucoup de personnes se sont reconnues
dans les profils, on fait des découvertes. Donc, effectivement, tout est très positif. Bon, là, je pense qu'on va conclure en vous remerciant beaucoup toutes les deux, en fait, pour le travail que vous avez fait. Nous devons nous retrouver normalement donc au mois de novembre, puisqu'on avait pris le cycle de tous les 2 mois. Ok. Donc, le prochain, ça retournera, enfin, on avait envisagé voilà, de refaire quelque chose, les fleurs de peur sous un autre angle que la botanique. Donc, on attend aussi vos avis, participations, toutes vos envies sur d'autres thématiques, puisqu'après, de toute façon, on va enchaîner encore sur l'aspect botanique des fleurs. Moi, je sais que Sabine et Joanne ont quand même beaucoup avancé sur le sujet. Mais si vous avez aussi entre-temps voilà, des envies, on prend. Donc, je pense que là, on va conclure avec un grand merci à vous deux, vraiment, porte-parole de tout le monde. Et puis, bonne soirée et puis bonne rentrée pour de bon. Merci. Merci à vous tous. Au revoir à toutes. Et merci de votre accueil. Merci à tout le monde. Merci. Plaisir. Merci à toutes. Bonne soirée. Merci.